Bonjour tout le monde, bienvenue à Balado Prévention, le podcast où on parle de santé, sécurité au travail et de sécurité routière. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Marie Ménard, qui est coordonnatrice au service de santé et sécurité du travail de l'Union des producteurs agricoles, avec qui on va parler de SST dans le milieu agricole. Je pense que ça serait peut-être peu, mais ça sort. Mais avant tout, mon fidèle co-animateur Julien a des petits messages pour vous. Écoutez bien, là. Oui, écoutez bien, je ne le dirai pas deux fois. Non, dans le fond, c'est ça, juste vous parler pour toutes les petites et moyennes et aussi peut-être les grosses entreprises qui nous écoutent, qui ont besoin de formation en santé et sécurité travail. Chez Via Prévention, on organise des formations en entreprise où on se déplace selon certains cours déjà préorganisés. Mais on a aussi des sessions publiques qui sont à nos locaux. Et ça, c'est pour les compagnies qui auraient juste une ou deux personnes à former. On fait TMD, on fait Simdut aussi, et plusieurs cours aussi selon la demande. Donc, sur notre site web, au viaprévention.com, il y a tout le calendrier pour le reste de l'année pour ceux qui auraient des employés à former à une ou deux ou trois personnes qui n'auraient pas nécessairement la nécessité de faire venir un cours au complet, mais qui aimeraient bien former quelques employés. Donc, tous les détails sur viaprévention.com dans la section formation, session publique. Et vous pouvez vous inscrire en ligne ou même appeler si vous avez des questions. All right. C'était ça. J'espère que vous avez écouté. C'était pas des pubs, c'était une grosse pub, mais c'est important. Là. Vous pouvez former nos gens. Là. Contactez-nous si vous voulez une belle formation. Sur ce, passons au programme principal. Marie Ménard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir à notre podcast. Est-ce que c'est une première expérience radiophonique peut-être, ou de podcast, ou de télé? C'est une première... non, c'est une deuxième expérience radiophonique. La première, j'avais peut-être 16 ou 17 ans. Okay. Et je faisais la promotion du carnaval d'hiver de ma ville. OK, c'était pas un SST. Ça fait quelques années. D'accord. On est dans un tout autre cadre aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, c'est ça. Chez nous, chez Via Prévention, notre secteur d'activité principale, c'est le transport de personnes, de marchandises et l'entreposage. Et on trouvait que l'Union des producteurs agricoles, c'est le genre d'entreprise qui ressemble beaucoup aux entreprises de camionnage, de transport scolaire. C'est des petites entreprises, souvent familiales, où le conducteur, le travailleur, c'est aussi en même temps le mécanicien, c'est aussi le propriétaire, c'est lui qui fait pas mal toutes les tâches dans cette entreprise-là. J'aimerais savoir comment que tu as atterri à l'Union des producteurs agricoles. Comment j'ai atterri à l'Union des producteurs agricoles? Moi, j'ai été directrice d'une association sectorielle paritaire pendant de 2002 à 2016, jusqu'à ce qu'on fusionne avec une autre association sectorielle paritaire. Et en 2016, après avoir fini toutes les tâches administratives qui étaient liées à la fermeture de l'organisation et à la fusion avec une autre, j'ai pris une pause, j'ai pris des vacances, puis après ça, je me suis demandé ce que j'allais faire et j'ai essayé de me réinventer. OK. Me réinventer parce que j'ai travaillé l'essentiel de ma vie professionnelle, je l'ai fait en santé et sécurité du travail, mais dans le fond, moi, je ne suis pas une spécialiste technique de la santé et la sécurité du travail, je suis plus une fille de processus. J'ai travaillé beaucoup au niveau de l'information, des communications, de la formation, de la recherche, donc je me suis dit, on peut transposer ça dans d'autres domaines. J'ai essayé, puis j'ai commencé à faire des petits mandats qui me sont arrivés connectés avec le développement organisationnel, avec la formation. Et je me suis rapidement rendu compte que travailler toute seule, je ne suis pas faite pour ça. Je suis une bête sociale. J'ai besoin de travailler avec les gens. Je suis très nourrie des discussions qu'on a avec les gens, des échanges. Je crois beaucoup plus au construit d'un travail collectif que quelqu'un qui travaille toute seule dans son coin. Et en tout cas, bref, j'étais pas très heureuse toute seule en arrière de mon ordi chez nous.
Puis après ça, aller rencontrer des clients, puis être toujours dans un rapport formel d'affaires. Et puis là, ben, je regardais qu'est-ce qu'il y avait comme opportunité. Puis il y a eu l'opportunité de l'UPA. Je suis allée les rencontrer, puis après cette rencontre-là, je me souviens que j'avais rendez-vous avec un client, justement, pour qui je terminais un mandat. Puis là, j'y racontais ça. Puis là, j'ai dit, c'est dommage, ils ne me retiendront pas du tout, tu sais, parce que j'avais vu les candidats qui attendaient après moi, et c'était des jeunes personnes. Moi, je fais partie de la relève UPA, mais quand même. Et puis, lui, il disait, ben voyons donc, Marie. Puis finalement, ils m'ont rappelé, puis après ça, ben, c'est allé vite, vite, vite. Puis je ne croyais plus que j'allais travailler en santé et sécurité du travail parce que j'avais l'impression... Bien, pour moi, la prévention au Québec se fait beaucoup par les associations sectorielles paritaires. Okay. Intéressant. J'avais plus le goût d'être dans une association sectorielle paritaire. J'avais fait, dans le fond, j'avais donné beaucoup de temps à ça. J'étais rendue à autre chose. Et le défi de l'UPA, c'était encore santé et sécurité du travail, mais dans un univers tellement loin de celui que je connaissais que pour moi, c'était complètement nouveau. Alors, c'était un défi, j'avais des choses à apprendre. J'arrivais dans une belle organisation, puis moi, plus jeune, j'ai essayé de travailler à l'Union des producteurs agricoles, puis ça n'a pas marché. Ça fait que c'est comme si j'arrivais à la fin de mon parcours professionnel. La deuxième fois aurait été la bonne. Là où j'aurais aimé, dans le fond, travailler plus jeune. C'était en quoi la première fois? En communication. OK. Oui, parce que moi, ma formation initiale, je suis rédactrice recherchiste. OK. Est-ce que c'était ça qu'ils recherchaient, ce volet-là ou cet aspect-là de tes compétences pour venir bonifier l'équipe SST à l'UPA? Ben, je pense que... Ben, moi, je suis arrivée à un moment où la titulaire du poste partait à la retraite. Donc, les départs, c'est toujours des belles occasions pour repenser les choses. C'est une personne qui, je pense, était très, très forte au niveau de la communication, au niveau de la promotion, au niveau des relations avec les organisations. Moi, je leur apportais une vision plus santé-sécurité du travail, des opérations. C'est que j'imagine c'est le principe du balancier. Hein? J'imagine qu'ils voulaient aller chercher ça. Et puis, une compétence qui m'est reconnue, c'est être capable de développer des personnes, développer des compétences, d'enrichir, de renforcer les équipes. Et je pense que c'est quelque chose qui était intéressant pour eux autres parce qu'ils avaient... ma prédécesseure quittait à la retraite, mais la personne avec qui elle travaillait allait partir à la retraite bientôt, ce qui effectivement est arrivé. Elle est partie à la retraite en décembre l'année passée. Et je pense aussi que ma connaissance du réseau santé-sécurité, ma connaissance du fonctionnement des organisations, probablement que c'était intéressant pour eux autres aussi, là. Okay. Puis en plus, je suis une personne sympathique. Oui, ça... Ça, on l'avait compris depuis déjà quelques Et ça, c'est la même raison pourquoi tu es invité au podcast. Ça ressemble à quoi la structure de santé-sécurité à l'UPA? Structure de santé-sécurité à l'UPA, ça, c'est tout un défi pour moi. Le service de santé-sécurité à l'UPA, c'est la coordonnatrice, moi, et c'est une agente de recherche et d'information. Ça, c'est à l'UPA, siège social. Qui est situé sur la rive sud de Montréal. Sur la rive sud, sur le boulevard Roland-Terrien, à la maison de l'UPA. Les services aux producteurs, parce que c'est le service de santé-sécurité qui s'intéresse à la santé et la sécurité du travail sur les fermes, et non pas pour le personnel de l'UPA. OK. Alors, le service direct sur les fermes est donné par des conseillers en prévention qui, eux, sont localisés dans les fédérations régionales de l'UPA. Donc, décentralisés, 12 régions à l'échelle du Québec. Alors, j'exerce un leadership d'influence, leadership de compétences, mais je ne peux pas dire à un conseiller, tu vas là, tu fais ceci, tu fais ça, ta priorité c'est ci, ta priorité c'est ça.
Alors ça, pour moi, c'est un défi en soi parce que dans une association sectorielle comme ici, Isabelle peut vous dire, on s'en va tous dans la salle de réunion, on se fait un petit pep talk, puis on change une orientation, puis c'est pas long là, qu'on fait ça, là. C'est quelques minutes, puis on est capable de mobiliser une équipe rapidement, tandis que dans le fonctionnement UPA, c'est différent. Alors, donc le fonctionnement, c'est qu'il y a le pendant de ce que j'appellerais le siège social, là, qui coordonne les activités santé-sécurité, mais la réalisation, la prestation de services se fait via les conseillers en prévention. Moi, je n'interviens pas directement auprès des producteurs. Donc, est-ce que c'est ton rôle, est-ce que d'un peu c'est de définir les axes, les différents angles que vous allez approcher durant une X période de temps? Est-ce que c'est un choix d'orientation aussi en même temps? Oui, j'influence, dans le fond, j'influence les orientations. OK. Je supporte les conseillers en prévention. Donc, j'ai commencé par faire un petit sondage pour savoir, être capable de bien évaluer quelles étaient leurs connaissances, quels étaient les aspects avec lesquels ils étaient, qui avaient le plus d'assurance, les autres pour lesquels il y avait besoin de plus de support. Il y a aussi, on a un comité de liaison UPA-CNESST. C'est un comité de liaison qui nous permet, dans le fond, d'établir des grandes priorités sectorielles à partir desquelles on va choisir quels moyens on va déployer. Il y a une organisation d'un colloque annuel qui, dans le fond, correspond ni plus ni moins au thème qui va être déployé toute l'année. Il y a une semaine annuelle de prévention, donc on soutient les régions là-dedans, on soutient les conseillers. Je suis aussi responsable de préparer, il y a une formation annuelle de 2 jours pour les conseillers en prévention. Donc, je m'occupe du contenu de ces 2 journées-là, okay. Donc j'influence, je les consulte, puis j'influence un peu aussi le contenu des formations, parce qu'il y a ce qu'ils ont demandé qu'on leur donne, puis il y a ce que moi j'ai évalué qu'on leur donne aussi. Mm-hmm. Donc, j'influence, oui, j'influence, mais on influence tous, là. Oui, non, c'est sûr, mais il y en a que c'est plus dans leur description de tâches que d'autres. Mais j'influence, mais je dirais qu'avant même d'influencer, j'apporte un éclairage santé-sécurité à différentes situations. OK. Donc, cet éclairage-là, dans le fond, va permettre peut-être de faire le tour d'une problématique d'une façon plus approfondie santé-sécurité pour après ça dire, bien, si on voit que c'est ça les grands enjeux, comment on se positionne puis qu'est-ce qu'on peut faire. Je fais ça, puis je m'occupe aussi du dossier santé psychologique. Ah, OK. Qui est un dossier majeur en agriculture. Pour les travailleurs qui sont sur les fermes? Oui, les producteurs agricoles, il y a eu une recherche, là, je n'ai pas les dates en tête, il y a à peu près 10-12 ans, une recherche qui tendait à démontrer que le niveau de détresse psychologique en agriculture est élevé. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de suicides à cette époque-là. Okay. Les instances de l'UPA ont pris ça vraiment au sérieux, puis l'UPA s'est doté d'un plan d'action provincial en matière de prévention pour la santé psychologique. Okay. Donc, depuis que je suis là, je m'intègre tranquillement aux travaux santé psychologique. Donc, c'est santé, sécurité, mieux-être. Okay. La coordination de tout ça. Et est-ce que c'est là que vient l'émission L'amour est dans le pré? Non. Non? C'est pas vous autres, ça? Non, c'est pas, c'est pas l'UPA. Je pense que l'UPA... je sais pas comment... C'est ça, il y a sûrement... OK, vous avez... Il y a un petit lien. En tout cas, dans la terre de chez nous, il y a une rubrique régulière sur l'amour et dans le pré, là. Mais c'est pas une émission qui est produite par l'UPA. Indirectement, on est concerné parce que ça parle d'agriculture, là, mais... Non, je me doutais bien, mais d'un coup qu'il y a une histoire quelque part de V, puis... Non, mais c'est une émission qui est populaire. Hein? Oui, c'est une émission qui est extrêmement populaire. Ici, quasiment tous les midis, quand ça joue, ah oui? Ça en parle. Ah oui? Moi, je l'écoute pas, là, mais je sais que c'est bon, c'est bon. Ouais. Après,
t'as eu différents postes dans dans les emplois antérieurs que tu as de directrice, donc la plus haute chaise dans une organisation. C'est quoi les constats que tu fais de toi personnellement par rapport à ces différents positionnements dans des hiérarchies distinctes? Là? Comment toi tu te vois? C'est quoi des constats qu'on fait quand on passe d'un poste à un autre poste, dans le fond? C'est sûr que quand tu passes de conseillère à directrice générale, tu sais, dans le fond, j'ai été directrice générale d'une organisation où j'ai travaillé antérieurement plusieurs années. J'étais partie 2 ans, puis après ça, je suis revenue comme directrice générale. Et en revenant, puis en m'assoyant à la place du directeur général, ça change l'éclairage. Parce que, comme conseiller, comme j'étais responsable de la gestion des services, j'avais un éclairage X sur le fonctionnement de l'organisation, puis tout ça. Mais en devenant directrice générale, là, j'avais the big picture. Je voyais tout ce qui se passait dans l'organisation. C'est que je te dirais que, comme directrice générale, c'est le portrait global qu'on a qui, je pense, est un plus pour faire n'importe quel travail parce que tu sais précisément où vont tous les morceaux puis comment ils s'emboîtent ou comment ils pourraient s'emboîter. Donc, au niveau de la direction générale, ça, c'est quelque chose partout, que tu sois conseillère en prévention, que tu sois coordonnatrice, que tu sois directrice générale, je pense que tu exerces toujours un leadership d'influence. Personnellement, moi, je crois beaucoup plus à l'autorité de l'argument qu'à l'argument de l'autorité. Je ne veux pas que les gens me suivent parce que je suis la directrice ou que je suis la coordonnatrice. J'ai le goût qu'on fasse des choses ensemble parce que je vous ai convaincu que ça valait la peine d'essayer puis que le résultat allait être bon pour le monde. Alors, comme directrice, ben, tu peux pas juste influencer, tu peux mobiliser. Parce que des fois, il y en a qui sont plus durs à convaincre que d'autres. Ça fait que là, tu dis, ah ouais, on va l'essayer, puis tu as plus de contrôle sur toutes les variables. Comme coordonnatrice, actuellement, le poste que j'ai à l'UPA, ce qui est extrêmement intéressant pour moi par rapport au rôle de directrice, c'est que je suis plus directrice. Je ne suis plus la dernière responsable ou la première responsable de différents dossiers. Puis ça fait du bien. Parce que la dernière année, à l'association a été difficile. En période de fusion. C'est ça. Ça a été difficile. Puis ça fait que ça allège beaucoup la vie de plus avoir ça. Ce qui est un peu moche, c'est de ne pas avoir tout le contrôle que j'avais avant sur les ressources, qu'est-ce qu'on met où, le temps, les priorités, le budget, puis tout ça. Mais je l'accepte. Je vis très, très bien avec ça. Et puis, je suis chanceuse parce que j'ai un patron qui est intéressé, qui est intéressant, qui n'est pas une langue de bois, avec qui je peux discuter, puis on peut imaginer des choses intéressantes, des projets intéressants. Donc, moi, je me sens très, très, très appuyée par mon patron. Alors, ça, je trouve ça super intéressant. Je dirais que c'est plus dans... C'est plus la zone de confort, là, de plus avoir à porter la responsabilité finale, là. Okay. J'aime tellement ça. Ben, j'ai l'impression que, tu sais, on dit, mettons, dans un plus haut poste, comme la direction générale, oui, on va avoir plus l'occasion de jouer avec les différents morceaux, mais des fois, j'ai l'impression qu'aussi, on passe quasiment plus de temps à éteindre des feux que vraiment diriger ces pièces-là, peut-être? Je sais pas, peut-être... Moi, je suis une personne extrêmement chanceuse. Ah, OK. J'ai eu la chance de travailler... j'ai eu la chance de travailler avec une équipe vraiment, vraiment haute, des gens dédiés, des gens intéressés.
C'est sûr qu'il y a eu des ajustements à faire. Il y a toujours des ajustements à faire, mais c'était facile dans le sens que moi, mon mode de gestion, il est plus collaboratif que hiérarchique. Mhm. Ben, à vrai dire, il n'est pas hiérarchique du tout. OK. Ce qui fait que quand tu as un mode de travail qui est collaboratif, puis quand tout le monde dans l'équipe reconnaît les forces de chacun, ça fait que dans un projet, mettons qu'on serait les 3 dans un projet ensemble, bien, pour une partie du projet, on pourrait dire c'est lui qui a le leadership de compétences. Pour une autre partie, on pourrait faire une passe à lui. Pour une autre, on pourrait faire une passe. Puis quand une équipe a beaucoup de maturité, ça permet ça. Et moi, j'ai eu la chance de faire partie d'une équipe qui avait beaucoup, beaucoup de maturité. Donc, pour moi, c'était pas difficile. Puis au conseil d'administration, il n'y a jamais eu de... J'entendais des collègues, des fois, parler du besoin d'expliquer, ou qu'il y avait des caucus, ou qu'il y avait des dissensions. Nous autres, c'était vraiment cool. Tu sais, c'était vraiment... Les discussions étaient franches, étaient ouvertes. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de bagarre. C'est sûr que j'ai pas une pensée magique. Et puis, je ne suis pas un ange, là. Il s'est arrivé des fois qu'il y a des personnes qui disaient la mission, moi, je vois que c'est ça. Ça, c'est pas dans notre mission. Puis, il y a des gens qui auraient voulu qu'on avance. Mais on a toujours été capable de discuter. Pas comme Slav, là. On a été capable de discuter, d'aller au bout du problème, de poser les enjeux. Et puis, on était capable, il y a toujours eu de l'espace à la discussion. Puis quand tu arrives, moi, je pense qu'on a, comme directeur, on a un gros travail de pédagogie à faire. Premièrement, il faut maîtriser nos dossiers. Mm-hmm. Ben ouais. Après ça, ben, si je le comprends bien, je suis capable de bien l'expliquer. Puis si ça a du sens, les gens sensés l'acceptent. Donc... Mais je suis une personne chanceuse dans la vie. Regardez, je suis ici avec vous. Mais est-ce que... Ben là, j'avais juste un petit commentaire. En lancement, la chance, mais je pense d'une façon humble de dire aussi que c'est un peu du mérite. Je veux dire, ça a été chapeauté d'une façon... Oui, il y a du travail à l'arrière de ça. Oui, parce que j'ai travaillé fort. Je suis une personne qui travaille. J'aime travailler. Mm-hmm. J'aime les défis. Moi, la vie tranquille, c'est quelque chose qui m'intéresse pas beaucoup. Là. J'aime les projets. Mais on avance. On avance. Il faut vouloir avancer pour bien avancer. Il faut vouloir avancer. Mais tu sais, quand on a les idées claires, quand on a pris le temps de partager avec les gens, puis que les gens sont partie prenante à la décision, lancer le projet, c'est un peu plus long parce que tu attends que tout le monde ait adhéré. Mais je dis, t'attends pas des lunes, là, tu sais, mais tu prends le temps qu'il faut. Puis si tu as bien pris le temps pour placer tes morceaux, après ça, tchouk! Ouais. Ben, je suis convaincue de... En tout cas, moi, personnellement, ça m'a servi toute ma vie. Ouais. Ça fait que... Ben d'accord avec ça. On parle beaucoup de toi quand tu es arrivé, justement, de ton évolution à travers les différents postes que tu as eus, comment tu as monté différents projets, tu as géré des employés aussi. Quand tu es arrivé à l'UPA, la place de la santé-sécurité, là, quelle place qu'elle occupe? Est-ce que c'est quelque chose qui était présent? Est-ce que c'est quelque chose que, justement, on est en développement ou on est plus du côté perfectionnement? On est en développement. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en prévention. Je suis impressionnée par la quantité, exemple, la documentation, les productions, les publications qui ont été faites. C'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites. Je pense qu'on est à une étape, de mon point de vue, où il faut valoriser ces contenus-là. On est d'ailleurs en train de développer un site Internet qui va être attaché au site corporatif de l'UPA, qui va être dédié entièrement santé, sécurité, santé psychologique. Okay. Justement pour rendre accessibles ces informations-là, parce que
Il ne faut pas que ce soit un public d'initiés qui y ait accès. Il faut faciliter les choses. Moi, je pense qu'en prévention, il faut rendre l'information accessible, mais il faut aussi développer des outils pour faciliter l'exercice de la prévention. Ce serait où que ça bloque en ce moment? Que ça bloque? La valorisation, c'est où que il faut valoriser parce que c'est les producteurs eux-mêmes qui ne voient pas la il faut valoriser parce que, là, c'est ma lecture. L'UPA compte à peu près 40 000 producteurs. Sur les 40 000 producteurs, il y a entre 10 et 12 000 employeurs. L'UPA a une mutuelle de prévention qui regroupe à peu près 500 de ces employeurs-là. Okay. Le défi, je pense, c'est de desservir les 40 000 producteurs. Ouais. Parce que en santé-sécurité, quand on a travaillé au sein d'une association sectorielle paritaire, on a une vision d'employeur, d'établissement. Puis c'est pas compliqué, c'est ça notre terrain de jeu. Quoique vous autres, en transport, il doit y avoir beaucoup de travailleurs autonomes. C'est le tiers de c'est ça, c'est le tiers. Donc, vous devez être proche de la problématique que moi, je vois. Et je me dis que il faut aider parce qu'ils sont exposés aux mêmes dangers, là. Mm-hmm. Donc, il faut être capable d'aider 100% des gens qui travaillent dans le monde agricole. Moi, je pense que c'est ça le défi. Il faut avoir une vision qui est plus large. Donc, le site Internet va aider ça. Et puis, on ne peut pas, avec dans le fond, on a 15 conseillers en prévention répartis à travers la province, dans les bureaux des fédérations régionales. Mais ces conseillers en prévention-là, contrairement aux conseillers en prévention dans les associations sectorielles, portent plusieurs chapeaux. Ils sont responsables des centres d'emploi agricole. Ils sont responsables du recrutement des travailleurs étrangers temporaires. Okay. Ils sont responsables du dossier santé psychologique. Ils sont aussi responsables de la santé et de la sécurité du travail pour répondre à n'importe quel producteur qui demande de l'aide. Et ils sont aussi, il y a aussi une entente de service entre la mutuelle de prévention et les fédérations régionales pour s'assurer que les entreprises mutualisées aient les services ils agissent à titre de conseiller de la mutuelle dans certains cas. Donc, on a des grands besoins et des ressources limitées. Donc, le défi que moi je vois, majeur, c'est d'inventer un modèle qui va nous permettre de desservir 40 000 producteurs agricoles, malgré qu'au sens de la santé et de la sécurité du travail, CNESST, on a 10-12 000 entreprises. Parce que ceux qui sont sur des fermes, mettons une entreprise familiale, on est 5 copropriétaires, 5 actionnaire, on n'est pas des employés. Ces personnes-là sont exposées aux mêmes risques, d'une part. Puis d'autre part, qu'est-ce qui me dit que demain, ils ne seront pas des employeurs? Qu'est-ce qui me dit que demain, ils n'iront pas travailler comme employés dans une autre ferme? Donc, c'est le même terrain de jeu, là. Ce sont les mêmes personnes. Puis, on a la chance à l'UPA d'avoir un comité de liaison avec la CNESST. Puis, il y a un conseiller, un ingénieur agronome qui est dédié, dans ses tâches, il y a quelque chose qui est dédié à la santé et la sécurité du travail en agriculture. Et je discutais avec lui, parce que c'est mon coach, là, il m'apprend beaucoup de choses. Et puis, lui, son hypothèse, c'est que les accidents indemnisés à la CNESST, on peut facilement faire x2 ou x3 pour l'ensemble de l'industrie. Parce que pour tous les accidents dont on n'entend pas parler, parce qu'une personne qui tombe d'un silo, c'est un propriétaire qui est tout seul sur sa ferme, c'est pas un accident de travail au sens de la loi, mais c'est un gars qui s'est blessé en travaillant. Donc, ça, pour moi, c'est un enjeu important. Y a-tu... Puis si on continue en même temps, on a l'exemple d'une chute d'un silo, y a-tu
sur ces fermes-là de tout type, là, y a-tu un genre d'accident qui est encore plus, qui est vraiment le plus commun, qui se dit ça, si on savait la quantité réelle d'accidents? Exemple, je pense à l'utilisation de la machinerie ou des entrées en espace clos. Ouais. Y a-tu un dossier en particulier qui retient l'attention? La sécurité des machines. Moi, quand je suis arrivée, l'accent a été mis sur la sécurité des machines. Et puis, l'année d'avant, ils avaient travaillé. L'année d'avant ou l'autre avant, ils avaient travaillé au niveau des tracteurs parce que des renversements de tracteurs, c'est quelque chose qui est fréquent. Il y a eu une modification à la réglementation pour obliger un arceau pour protéger l'habitacle, pas tout l'habitacle, mais pour protéger en partie l'opérateur du tracteur. Donc, je sais que toute la question des équipements, de la machinerie, des tracteurs, ça, c'est comme disait M. Chrétien, c'est des dangers dangereux. Donc, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la sécurité. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis pour améliorer la sécurité de ces équipements-là. L'entrée en silo, quand ils font l'ensilage, là, c'est quelque chose qui présente, en tout cas de la sécurité, c'est important. Puis il y a beaucoup de choses qui ont été faites là-dessus aussi. Cette année, on a eu notre colloque des partenaires en santé et sécurité du travail. C'est traduit par 2 journées de formation concernant les pesticides et la santé et la sécurité du travail. Donc, on a travaillé beaucoup à ça. Et pour 2019, on va travailler à la prévention des chutes de hauteur, des chutes de plein pied, qui représentent, je pense que c'est quelque chose comme de l'ordre de 20 des lésions indemnisées à la CNESST. Et ça, c'est sans compter les 2/3 des fermes qui ne sont pas enregistrées à la CNESST parce qu'elles n'ont pas d'employés, où les gens glissent, trébuchent, tombent, pareil comme sur les fermes, là. C'est le même genre de stats qu'on a chez nous pour Oui, puis ça, j'ai analysé les statistiques des lésions indemnisées dans le secteur de l'agriculture, puis j'ai vu ça. Et ça ne m'a pas étonnée parce que dans le secteur de l'imprimerie, on avait fait cette analyse-là, puis on avait fait une campagne pour réduire les risques associés. Nous, on avait traduit ça par l'état des lieux en général. Quand ça représente 20 de tes lésions, bien, ça veut dire que c'est pas si compliqué que ça, éliminer 20 des lésions. C'est ça que ça veut dire, dans le fond, parce que les mesures de prévention sont relativement simples, peu coûteuses, faciles à mettre en place. Là, il faut convaincre. Est-ce que c'est tough de convaincre dans le milieu agricole? Est-ce que c'est tough de convaincre dans le milieu agricole? Moi, j'ai pas j'ai rencontré quelques producteurs, mais moi, je pense pas que... Moi, les producteurs que j'ai rencontrés me font beaucoup penser aux entrepreneurs que je rencontrais dans le secteur manufacturier. Ce sont des gens brillants, ce sont des gens travaillants. Puis pour les convaincre, il ne faut pas leur dire c'est parce que la loi dit ça. Il faut faire appel à leur intelligence, et ils sont intelligents, ils peuvent comprendre. Ce qui est triste, c'est que des fois, ça prend un événement malheureux pour que les gens allument, puis c'est vrai dans nos propres vies. Hein? Des fois, on sait quelque chose, on le sait intellectuellement, mais quand on le sent d'une façon plus incarnée, on comprend plus, là. Mais non, moi, je fais confiance. Je fais confiance à l'intelligence des gens. Si on réussit à faire une belle démonstration, je vois pas pourquoi ils n'embarqueraient pas. Est-ce que je sais même pas si vraiment c'est un besoin, mais est-ce que les conseillers qui vont voir, par exemple, les employeurs ou les employés, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont de l'expérience en terrain agricole? La plupart. La plupart. Ah, c'est oui, ça, la c'est plupart. Ça. Parce que moi, imaginez, quand je suis arrivée là, il y a une conseillère qui pensait que j'étais une madame en talons hauts. Tu sais, je suis tellement pas une madame en talons hauts, là. Mais par rapport à eux autres qui sont habitués d'être en bottine puis aller sur les fermes, beaucoup de conseillères en prévention sont aussi des agronomes. OK.
Dans le fond, le profil, c'est agronome ou spécialiste en ressources humaines. OK. Plusieurs ont leur certificat en santé et sécurité du travail. Tous connaissent le secteur parce que c'est quelque chose qu'on recherche, là, quelqu'un qui connaît le terrain. Et ça, moi, ça ne m'étonne pas parce que dans le fond, quand tu rencontres, vous le savez, quand vous rencontrez les gens de votre secteur, que ce soit un employeur, un travailleur, quand il constate que tu sais de quoi tu parles, tu viens de gagner des points. Puis quand tu parles de quelque chose qui a comme vraiment pas rapport à leur vie, ben là, je regrette, t'as pas de deuxième chance. T'es comme écarté, là. Fait que moi qui ai ramassé des roches puis qui ai fait les foins 3-4 fois, je pourrais-tu avoir une certaine crédibilité? J'ai-tu un street Ben cred? oui, parce là, que les avec ces roches, ils gens-là? poussent dans les champs, hein? C'est ça. J'ai lu un article. C'est ça, J'ai lu un article qu'il faut toujours enlever les roches à chaque année dans un champ. Dans le fond, je pense que les profils qui sont recherchés pour les conseillers en prévention, c'est une connaissance du secteur agricole, du monde agricole tout le temps et de la santé et de la sécurité du travail. Dans le fond, c'est le même profil de compétences qu'on veut des gens qui savent de quoi ils parlent, que ce soit au niveau de l'expertise technique ou du contexte de réalisation du travail. On veut des gens qui ont des bonnes habiletés relationnelles, qui sont capables de s'exprimer d'une façon claire et respectueuse, qui ne vont pas dire aux gens faut que tu fasses ceci, faut que tu fasses cela, parce que le choix de faire ou de ne pas faire, ça appartient toujours à l'entreprise, mais qui vont être capables de bien expliquer les choses puis de montrer de quelle façon c'est possible. Pour moi, les conseillers en prévention, ça fait partie de mes héros, là. Mais je pense que c'est un profil très, très, très similaire. Dites-moi si je me trompe, mais maintenant, pour être propriétaire d'une entreprise agricole, il faut qu'il y ait des formations qui sont obligatoires, techniques en agroalimentaire, y a-tu? Cégep Saint-Hyacinthe et... L'ITA, là? Ouais. Là, pour être propriétaire d'une entreprise agricole, il y a des formations qui sont obligatoires. Ça m'étonnerait, là, Okay, mais je ne le sais pas. OK. Il y a des formations qui se donnent en gestion d'entreprise agricole, pour un métier particulier, comme on a visité il y a quelques semaines une entreprise laitière. Et mon Dieu, que le gars était connaissant. C'est fou, là. C'est fou, là. Puis il était tellement passionné que c'en était passionnant, là. Donc, il y a des formations qui se donnent, que ce soit dans l'industrie laitière ou pour s'occuper des animaux, mais qu'il y ait une obligation. Je pensais qu'il y avait un DEC qui était... Il existe des centres de formation professionnelle puis des centres de formation collégiaux, mais une obligation, à ma connaissance, l'obligation que j'ai vue en santé et sécurité du travail, si j'oublie chariot élévateur, mettons, là, puis celles qui sont dans le RSST, là, et le code de construction, c'est pour acheter des pesticides. OK. Pour pouvoir acheter des pesticides puis gérer l'application de pesticides dans une entreprise, ça prend une formation particulière. Il faut vraiment avoir suivi cette formation-là. Sinon, le fournisseur ne peut pas te vendre de pesticides. OK. Fait que, mais ce que j'imagine, je sais pas si c'est encore comme ça. Est-ce que c'est encore... j'ai l'image de la ferme passée d'une génération à l'autre. Ouais, c'est encore comme ça? J'ai pas... sans les chiffres. Moi, mais j'ai pas une connaissance très grande de ça, mais je sais que c'est quelque chose qui est important. Il y a beaucoup de fermes, effectivement, qui sont transmises de génération en génération. Actuellement, si j'ai bien compris, mais je ne suis pas une spécialiste du sujet, actuellement, je pense qu'il y a des transferts de fermes qui sont plus difficiles à faire parce que il y a certaines fermes qui ont pris beaucoup d'envergure, donc qui valent énormément d'argent. Puis quand on est en âge de commencer dans la vie, on est rarement millionnaire. Il y a aussi une espèce de... Il y a des gens qui ont vu leurs parents travailler très, très fort puis qui ont comme pas le goût de faire autant d'efforts que ça.
En même temps qu'il y a des jeunes qui investissent l'agriculture puis qui n'ont pas de passé agricole, il y a des... Qui font un retour à la terre. Qui font un retour OK. à la terre. C'est des choses qu'on peut voir. Là. Ben, je vous invite à vous abonner à La Terre de chez nous. Là. Vous pourriez c'est lire quoi? ça. C'est vraiment C'est votre intéressant. magazine? C'est la Terre de chez nous, c'est un hebdomadaire qui est produit, qui est destiné au monde agricole, puis qui raconte, dans le fond, la vie agricole dans ses difficultés, dans ses succès, dans ses défis. C'est intéressant. Donc, les gens peuvent s'abonner à ça Les gens peuvent s'abonner à ça, puis ils ont aussi un site web, là, La Terre de chez nous. Ça sonne les belles histoires du pays d'en haut. Ouais, mais c'est... On dirait une ben, Une émission. tourne de Daniel Boucher. Là. Ouais, ben ça sonne... Savez-vous, c'est quoi? Une de mes grandes découvertes en agriculture, c'est fou comme il s'y fait de la recherche et du développement, OK. et de pointe. Alors, quand vous dites « ça sonne la terre de chez nous », il y a un petit préjugé... il y a un petit préjugé, vieillot, un c'est peu, ça. là. Ouais. Et pourtant, ces gens-là sont à la fine pointe. C'est fou. C'est fou, c'est remarquable. C'est un secret, à mon sens, trop OK. bien gardé. Ouais, ben c'est ça, on imagine le travailleur... Ah, ces gens-là, moi, les producteurs que j'ai rencontrés jusqu'à présent, ils ont toute mon admiration. J'ai assisté, il y a le congrès annuel de l'UPA, je pense que c'est en décembre de chaque année. J'étais là l'année dernière, il y avait 500 à 600 délégués à travers la province qui étaient là. Et c'est dans le processus d'accueil à l'UPA. Quand tu es un nouvel employé à l'UPA, tu es invité à assister au congrès, puis tu peux assister à différents ateliers. Et moi, j'étais allée à l'atelier environnement, réglementation, ce que je trouvais qui était proche du dossier que je travaillais à ce moment-là. Et j'ai été tellement impressionnée de la connaissance des producteurs, des lois, des règlements, leur finesse dans le raisonnement par rapport à différents enjeux. On n'est plus dans l'agriculture de subsistance du début du 20e siècle. Là. C'est fini. Non, là. ça. L'UPA va avoir 100 ans dans quelques années. Et dès le début de la fondation de l'UPA, ils travaillaient à de la formation à distance pour leurs membres. Alors, non, mais c'est pour vous dire, on n'a pas cette image-là. On n'a pas cette image-là. Et pourtant, ils étaient... Moi, en tout cas, je lis l'histoire de l'Union des producteurs agricoles, puis je me dis, mon Dieu, ils étaient en avant de leur temps. Et je regarde à l'UPA... ce que je trouve vraiment un wow dans cette organisation-là, c'est tout le support technique. Tu sais, moi, je me souviens, à l'association, on était chanceux parce qu'on avait une fille qui était haute en informatique, là. Mais une petite organisation a autant de soutien technique qu'une grande. Tu sais, c'est juste multiplié dans la grande, mais le soutien technique, la connaissance, toutes les organisations ont ça. Mais à l'UPA, il y a une super équipe en technologie de l'information. Il y a des webinaires, il y a des plateformes informatiques, il y a des vidéoconférences, il y a on a fait un forum en santé psychologique où on était un peu plus de 100 personnes à Saint-Hyacinthe, puis il y avait 6 régions qui étaient connectées avec nous autres en direct sur écran géant. Vous avez une super bonne participation. Ben oui. Mais c'est pour vous dire que l'organisation est à l'image des producteurs qui sont bien de leur temps. Ce qui est dommage, c'est que la haute vitesse n'est pas accessible dans toutes les régions du Québec d'une façon égale. C'est la géométrie variable, puis ça, c'est dommage parce que de la géolocalisation en agriculture, leur champ, ils travaillent avec des équipements. Les laiteries, il y a beaucoup de robots de traite. C'est très, très, très avancé. Ouais, je le voyais pas comme ça. Non. Mais on dirait que c'est le genre de choses que quand
quand tu t'attardes. Tu sais, je m'étais vraiment attardé. C'est ça. J'aurais pu faire une espèce de petit Ouais. constat, de faire Ouais. là, c'est pas, Oui, c'est pas Donalda, puis je suis plus qui, Ouais. là. Mais ouais, non, ça c'est intéressant. oui, c'est ça. C'est parce parce que je me suis fait la même réflexion. Tu sais, je me disais, j'avais jamais réfléchi à ça. Donc, à quelque part, j'avais un petit fond de préjugés. Là. Tu sais, j'avais pas besoin de réfléchir à ça. Mais pourtant, c'est high-tech, là. Mais pas un peu, là. C'est vraiment high-tech. Puis beaucoup, beaucoup de recherche et développement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un autre point que ça me vient à l'esprit, un point que je constate où le milieu agricole est en avance, c'est l'utilisation d'une main-d'œuvre qui vient d'ailleurs Oui. pour venir faire les tâches. On s'en rend compte dans le camionnage, mais dans plein d'autres industries, avec le manque de main-d'œuvre, il faut aller en chercher ailleurs. Puis pour ça, j'aurais pas de référent d'années comme quoi au Québec, on a des gens qui viennent d'ailleurs travailler dans nos champs ou dans nos différentes fermes, mais c'est une réalité dans le monde agricole, puis je pense que les entreprises agricoles ont besoin des travailleurs étrangers temporaires. Je ne veux pas me tromper, mais je pense que c'est 10 à 12 000 travailleurs étrangers temporaires qui viennent à chaque année aider travailler au sein des entreprises québécoises. Et puis il y en a qui viennent, les mêmes personnes qui reviennent année après année chez les mêmes employeurs. Il y a vraiment... ils font vraiment partie de l'univers de l'agriculture. Et en février ou mars dernier, je suis allée au colloque d'Agri-Carrière, le comité sectoriel de main-d'œuvre du secteur agricole. Et il y avait... ils font connaître des bonnes pratiques en gestion des ressources humaines. Puis ils parlaient, entre autres... du recrutement qu'un agriculteur, qu'un producteur avait fait. Et puis finalement, là, je ne veux pas me tromper, je ne me souviens même plus de quel pays le gars venait, mais il a engagé quelqu'un qui ne connaissait pas nécessairement beaucoup le milieu agricole, mais qui avait l'air très intéressé. Puis je ne me souviens plus de quel pays il vient, mais c'est un migrant vraiment en recherche de terre d'accueil, là, qui était installé au Québec depuis peu, puis qui finalement est déménagé dans la région. Il travaille dans l'entreprise du monsieur qui faisait le témoignage. Puis il ne fait pas juste travailler dans l'entreprise, il est rendu comme il fait partie de la famille, il fait partie du village, il s'est installé là. Il y a puis c'était beau le témoignage parce que le producteur, il dit, j'ai pas juste gagné un employé, j'ai gagné un ami, je me suis ouvert sur le monde. C'est des gens... parce que moi, je trouve que les producteurs agricoles, c'est des gens de gros bon sens. Ça fait que je trouve que ça va avec eux autres que d'aller chercher cette main-d'œuvre-là. Puis, est-ce que ça représente un défi d'envergure de former par rapport à la prévention des accidents, d'avoir des gens qui arrivent d'un peu partout dans le monde? Oui. Est-ce que ça s'est ressenti chez vos conseillers en prévention? Oui, il y a beaucoup de consignes de sécurité qui sont présentées en espagnol, qui sont présentées en français, mais aussi en espagnol. Il y a beaucoup de cours d'espagnol qui se donnent à des producteurs agricoles. OK. Pour eux-mêmes. Pour qu'eux-mêmes soient capables de communiquer avec les gens. Les gens qui viennent ici aussi, bien, il faut qu'ils apprennent le français, tu sais, s'ils veulent être capables de fonctionner. Aller s'acheter une pinte de lait au dépanneur. Oui, puis en santé-sécurité, c'est sûr. Par exemple, je parlais de nos journées de formation sur les pesticides. On a créé de l'affichage où on a illustré des consignes de sécurité, mais on a choisi un slogan qui était compréhensible en anglais, qui était en français et en espagnol, mais en français, on a choisi « Attention » pour qu'en anglais, ça ait aussi du sens, parce qu'il y a aussi des travailleurs jamaïcains, donc il faut aussi qu'ils comprennent l'anglais. Et puis, il y a une vidéo qui avait été produite de mémoire, c'était par le CRAAC, un centre de recherche en agriculture qui présentait des consignes générales associées à la sécurité des employés avec l'utilisation des pesticides. Et la vidéo est disponible en français, en anglais, en espagnol.
Donc, c'est dire que, oui, ça présente des défis, là. C'est qu'on est mieux de travailler avec des images qu'avec des mots, là. Il y a le défi de la langue qui en est un, mais j'imagine, nous, il y avait dans un autre podcast, il y avait quelqu'un qui nous avait dit que, par exemple, je pense que c'était en entreposage, ça arrivait, par exemple, un peu une mentalité à laquelle on est moins habitué, de dire, par exemple, il y a des travailleurs qui disaient « J'ai pas besoin de me protéger, c'est Dieu qui va décider si je me blesse ou pas. » J'imagine que ça aussi, c'est un cas pour quelqu'un qui n'a jamais vécu là-dedans, ça peut être deux réalités qui se cognent un peu. C'est donc, sûr. Il faut... ouais. C'est sûr qu'il doit y avoir des chocs de culture de part et d'autre. Alors, il y a de la pédagogie à faire, puis il y a de la gestion à faire, là. Ça revient beaucoup à ça, c'est la pédagogie qui est... Moi, je pense que... Tu sais, comme directrice générale, je disais souvent aux gens avec qui je travaillais, je ne peux pas deviner ce que tu ne me dis pas. Okay? C'est bon, j'aime ça. Alors, il y a beaucoup de pédagogie à faire. Les employés ne peuvent pas deviner quelles sont les attentes ou les obligations ou les règles d'une entreprise. Comme employeur, j'ai des obligations de gestion, de supervision, d'encadrement. Donc, it takes two to tango. Ouais, c'est vrai. Faut faire ça en équipe. C'est ça. Tout le temps. Et on avait un point que Sam, on avait parlé, la place des camions, tracteurs, machinerie dans la sécurité routière. Ah oui. Est-ce que ça, c'est un gros... Oui, c'est majeur. Ben, c'est majeur. J'avais une directrice régionale qui m'avait justement demandé si je pouvais y trouver des statistiques sur les accidents qui arrivaient impliquant des véhicules de ferme. Et j'ai communiqué avec la SAAQ pour avoir des statistiques. J'ai eu les statistiques 2017. Là, je ne suis pas familière avec les statistiques. On parle du véhicule 1, véhicule 2. C'est que j'imagine, le 1, c'est celui qui... C'est l'assemblage. C'est ça. Alors, des accidents impliquant des véhicules de ferme... j'en ai eu en 2017 386 impliquant un véhicule de ferme, puis impliquant un tracteur de ferme 309 dans les statistiques de la SAAQ. Accidents causant des décès 4, toujours véhicule de ferme ou tracteur, puis causant des blessures graves 28. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup. Et comment, si ce sont des statistiques de la SAAQ, est-ce que c'est considéré comme des accidents du travail? J'ai pas fait de recoupement, mais pas nécessairement, non. Parce que j'ai un exemple en tête, puis je sais pas si c'est too much, on verra. Vas-y. Puis... j'ai l'exemple en tête. Il me semble on le voit malheureusement trop souvent dans les journaux. Exemple, le conducteur du tracteur qui va avoir un enfant assis sur ses genoux, l'enfant va glisser, tomber et se faire écraser par le tracteur. Ouais. J'ai malheureusement cet exemple-là en tête quand je pense à un accident avec un tracteur, c'est un membre d'une famille ou quelqu'un qui faisait un lift à quelqu'un. C'est un accident de travail, ça? Non, parce que c'est pas un travailleur. Mais c'est pas un travailleur. Mais c'est important ce que tu dis là, parce que un tracteur, c'est pas un taxi. C'est pas fait pour se promener avec un passager. Moi, je l'ai pas vu, mais semble-t-il qu'il arrive même qu'il y a des personnes... assis ses ailes. C'est ça. Moi, je l'ai pas vu. Mais les tracteurs, je vous disais au début de la rencontre que ça a fait partie d'une problématique qui a été traitée spécifiquement il y a quelques années parce qu'effectivement, il y avait beaucoup d'accidents de tracteurs. Sur les fermes, on entend souvent parler de renversement de tracteurs. Je lisais dans la terre de chez nous récemment un tracteur qui a versé puis qui a écrasé son conducteur. Parce qu'on a besoin du arceau, mais on a aussi besoin d'une ceinture de sécurité pour garder la personne attachée. Des enfants qui vont sur des véhicules agricoles, des tracteurs, ou qui conduisent des tracteurs.
il y a une particularité en agriculture. Tu sais, je vous disais, les producteurs, ils me font penser aux entrepreneurs dans le secteur manufacturier. Mais il y a une particularité de l'agriculture en santé et sécurité du travail qui est majeure. C'est que le milieu de travail et le milieu de vie se confondent. Mhm. Je suis toujours dans mon univers de travail. Alors, ça fait que pour la sécurité des enfants à la ferme, ça pose des enjeux. D'ailleurs, on travaille avec la CNESST. Je fais partie d'un comité. Il y a d'autres personnes de l'UPA aussi qui sont là. On fait partie d'un comité pour revoir un guide qui a été produit il y a plusieurs années concernant la sécurité des enfants à la ferme. Parce que moi, l'année passée, au mois de juin, j'ai été informée d'un accident au Témiscamingue, d'un petit garçon qui avait passé au travers un semoir, si ma mémoire est fidèle. Et je sais que je ne suis pas faite pour avoir des nouvelles de même souvent. Ouais, non, c'est ça. Probablement que personne n'est fait pour avoir des nouvelles de même, là. Mais moi, je suis mauviette. Je suis vraiment pas fait pour avoir des nouvelles comme ça. Et dès que j'ai eu cette nouvelle-là, moi, je partais stimulus-réponse, là. J'étais vite sur le piton. Et ça aboutit à une révision du guide pour l'actualiser, puis pour dépasser la production d'un guide, mais pour faire une campagne de sensibilisation des parents, des grands-parents, des employeurs, des employés, des enseignants, des enfants eux-mêmes, parce que c'est énorme. Comment tu veux assurer la production dans ta ferme en même temps que tu t'occupes de tes enfants? C'est que les enfants suivent partout. Puis c'est complètement génial. Moi, mes filles se rappellent encore, petites, quand elles étaient allées voir les poules, puis qu'elles avaient vu les œufs, les poules pondre les œufs, puis qu'est-ce qui est arrivé. Les filles se rappellent de ça. Ils se rappellent d'un petit veau qu'elles avaient pris dans leurs bras. C'est que ça doit être magique pour un enfant. C'est un univers plein de découvertes, là. Mais en même temps, c'est un univers qui peut comporter des pièges pour un enfant. Donc, il y a quelque chose au niveau de la sécurité à faire, assurément, là. Je me souviens, je parlais tantôt de ramasser des roches. Ouais. J'ai un exemple de moi qui chauffe un vieux Massey Ferguson Oui, qui a jamais conduit ça, mais là, c'était... Ah ouais, fais-toi plaisir, va le conduire, le tracteur. oui. Oui. OK, je veux pas faire ma momoune, j'y vais, mais ouais. j'avais aucun contrôle sur cette machine-là. Oui, mais c'est en même temps, il y a quelque chose qui est dans... C'est peut-être pas politiquement correct, là, mais qui est dans l'ordre normal des choses. Dans le sens que si tu vis sur une terre, que tu vis en milieu rural, ben il faut que tu apprennes l'autonomie rapidement. V'là pas si longtemps, à chaque année, il y a le championnat des chauffeurs de camions Oui. organisé par les centres de formation en transport et l'Association du camionnage. Et il me semble, là, 2 ans, j'avais assisté, puis celui qui avait gagné, il avait 19 ans, une affaire comme ça. Mais c'est quelqu'un qui avait grandi sur une ferme. Donc, il y avait beaucoup d'expérience. Des tracteurs, des camions, fait C'est que ça. il était à l'aise. Ça faisait 1 an là, qu'il conduisait vraiment. C'est ça. C'est ça. Oui, il y avait officiellement 1 an d'expérience. Mais non, ça amène ça. C'est des gens qui ont une débrouillardise, mais qui, des fois, dans certains cas, avec des équipements, on sait juste... Mon vieux Massey Ferguson, je l'ai toujours utilisé. Il va bien, mais il est peut-être pas top-notch avec la réglementation. Puis si jamais on arrivait à un événement, une situation dangereuse, mais ça se peut que... Ouais. Malgré que j'ai voulu bien faire, mais ça amène des conséquences. En même temps que je suis persuadée, je ne sais pas si vous avez des enfants, là, mais je suis persuadée que les parents sur les fermes doivent graduellement former leurs enfants à toutes sortes de tâches. Pareil comme on fait avec nos enfants, puis on le fait longtemps pour réussir à leur montrer à faire le ménage de leur chambre ou pour faire la vaisselle ou des trucs comme ça. C'est que j'imagine que je refuse de croire que les parents lancent leurs enfants comme ça. Il y a de l'encadrement tout le temps, mais la réalité, c'est que ton milieu de travail, c'est ta ferme. J'aurais pas vu ça en imprimerie, moi, des enfants courir dans l'usine à travers les équipements. Ouais. Ils ne seraient même pas rentrés dans l'usine, ils n'auraient pas pu.
Ben déjà, t'amènes pas ton T'amènes enfant pas à ton, l'usine. t'amènes pas ton pas la même enfant. fierté C'est non ça, plus. t'amènes pas ton enfant à l'usine. Tandis que sur les fermes, la garderie n'est pas à côté, là. C'est reculé, c'est comme en ça, milieu rural. Ça, c'est à nous, ça, c'est à toi, c'est à... Il y a un aspect on de vit fierté. Là. On a bâti ça avec les. Ton grand-père a peut-être bâti ça. Là, c'est moi, c'est toi qui vas l'avoir, puis c'est toi qui vas continuer à la faire grandir aussi. Ben, ça doit être vraiment. Tu sais, moi, j'avais une vision très romantique de l'agriculture, je vous l'ai dit. Là, c'était un vieux rêve, dans le fond, là. Mais ça doit. Je m'occupe de santé et sécurité du travail, mais quand je suis toute seule avec moi-même, là, je me dis, je contribue à nourrir le Québec. Ah ouais. Hey, c'est noble. Non, mais c'est vraiment hot, tu sais, quand je pense à ça. Alors, imaginons qu'on serait la 4e ou la 5e génération d'une ferme qui contribue à nourrir le Québec. Ça doit être tellement... Ça doit être vraiment valorisant. Ça fait que... Oui, il doit avoir une fierté, puis avec raison aussi. Moi, je serais très fière. c'est sûr, Moi, je suis fière à contribuer avec ma petite contribution. Imagine si j'étais vraiment capable de... Quelqu'un qui fait le train là, à 5 heures. Je sais même pas ce que ça veut dire, j'entends juste tout le temps ça. Faire le train? C'est les vaches, ça, ou c'est les poules? Faire Les le train, c'est les vaches. Ok, je sais pas, je suis né à Laval, j'ai été au centre de la nature 2 fois. Ouais. C'est ça. Mais, good, le temps file. Si jamais il y a des personnes en agriculture qui nous écoutent, puis qui ont entendu, puis que maintenant ils ont un pressant besoin d'aborder la santé et sécurité dans leur entreprise, je veux contacter l'UPA, comment je fais? La meilleure façon de faire, c'est d'appeler leur fédération régionale. OK. Et puis, au sein de leur fédération régionale, selon le besoin qu'ils vont exprimer, ils vont guider la personne vers la bonne ressource. Parce que c'est, comme je disais tantôt, c'est vraiment décentralisé. Donc, chaque fédération régionale est capable d'aider les producteurs d'un territoire géographique donné. Et puis, ça sont vraiment bons, là. Ça fait qu'il faut vraiment pas se gêner pour demander de l'aide. Puis ça, j'imagine, les fédérations y connaissent. Ben oui. Non, je sais pas. Oui. Parce que des fois, on a accès à des services, on est membre de quelque chose, comme les membres de Via Prévention. Il y en a qui ne savent pas. Oui. Mais ça, c'est quelque chose en de... agriculture, c'est le fonctionnement de l'UPA. L'UPA, c'est... tous les syndicats sont regroupés de 2 façons. Sont regroupés géographiquement, par région, par fédération régionale, et sont regroupés par groupe spécialisé. Par exemple, les producteurs de lait, les éleveurs de porc, les maraîchers. Et puis ça, c'est très, très clair, c'est très connu. Puis le processus d'identification, il est très, très fort. Puis le réseau de communication est très fort aussi. Donc, j'hésiterais pas. Moi, si j'étais eux, j'appellerais à la fédération régionale. Super. Marie Ménard, merci beaucoup d'avoir, encore une fois, accepté l'invitation de venir à Balado Prévention. L'expérience s'est bien passée, ça? Oui, c'est pas trop traumatisant. Là. On est gentil. Vous êtes gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Julien, en terminant? Ben, on vous rappelle, vous pouvez nous suivre... vous pouvez vous abonner au podcast sur vos téléphones intelligents. Vous pouvez nous suivre sur les plateformes de réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube, sous le nom de Via Prévention. Vous nous donnez 5 étoiles sur iTunes et vous pouvez nous écrire... commentaires, suggestions. Commentaires, suggestions d'invités, de sujets, tout ça, là, gênez-vous pas. Et d'ici là, à la prochaine fois.